J'aime la France, c'est la France qui ne m'aime pas. Moi, je suis né en France, j'ai grandi comme tout enfant, j'étais innocent. Le racisme et les portes fermées, etc., ça m'est tombé dessus en grandissant. C'est pas moi qui ai cherché. Écoute, je crois qu'il y a un truc que t'as pas compris. Ah, ouais. Booba, c'est ton pote. Ouais, c'est vrai. Et tu le sais, ce qu'il pense au fond de lui, puisque c'est ton pote. Non. Il n'y a pas d'histoire de rabibochage entre lui et moi. Tu le sais bien. Donc c'est moi, impossible. je fais ma vie de mon côté, lui fait sa vie de son côté. Donc Mais c'est quand ce je que fais ma vie de t'aimerais. mon côté, il est pas content. C'est Booba qui est sur moi, c'est pas moi. Donc si tu veux l'appeler, appelle-le et je vais lui dire direct. Il n'y a personne qui flippe ici, appelle-le. Booba, il a lancé énormément de mecs. Je vous le dis. Il a lancé énormément de gars et il y en a peu des mecs comme lui qui ont lancé des gens. Et quand les mecs sont pas reconnaissants, ça terrible, prend. il n'y a rien de pire. Et surtout quand ils sont pas reconnaissants et qu'en plus ils t'attaquent. Là, c'est ça. À un moment donné, il faut se défendre, quoi. On est dans le ghetto, je suis né à l'hosto, loin des stupides, des idées stupides, putain, ce que je suis devenu. Merci. Mais je m'en suis bien sorti, pour l'instant. À première vue, Booba, c'est l'ombre d'un scandale. En 2018, son clash légendaire avec Kaharis dégénère en bagarre à Orly, arrêté sous les yeux de millions. Un buzz qui secoue la France entière. Pas mis le nez sur Instagram durant les vacances, vous êtes peut-être passé à côté de ce qui pourrait être le combat du siècle. La nouvelle idée de Booba depuis Noël, organise un combat avec Karis pour enterrer la hache de guerre. Une nouvelle étape dans la guerre qui oppose les rappeurs Booba et Karis. Souvenez-vous, c'est déjà eux qui avaient créé le buzz cet été en se battant à l'aéroport d'Orly. Une bagarre générale qui avait fini par l'interpellation des deux hommes et une condamnation à 18 mois de prison avec sursis et 50 000 € d'amende. Depuis, Booba et Karis continuent de se lancer des pics sur les réseaux sociaux, une tradition qui a fini par agacer Booba qui, le jour de Noël, a décidé de passer d'Instagram à la réalité en proposant à Karis de l'affronter sur un ring. Ok Armand, tu proposes un octogone sans règles. C'est quand tu veux, frère. Une invitation à laquelle le rappeur a répondu non sans provocation. Je te propose un octogone sans arbitre, sans règles. Je te brise les os. Le dopage sera interdit bien évidemment. Et viens pas à 12 cette fois. Le combat qui devrait avoir lieu en avril est en cours de préparation. Après plusieurs échanges interposés sur les réseaux sociaux entre Booba et Karis, c'est Karis qui a officialisé la nouvelle il y a quelques jours dans la presse. Le rappeur de Sevran a expliqué qu'il était prêt à aller jusqu'au bout et à se battre avec Booba dans un match de boxe, avec à la clé un montant pouvant aller jusqu'à 1 million d'euros. Mais creusé, ce rappeur né Eli Yaffa à Sèvres défie l'ordre depuis 1994 avec Mauvais Oeil censuré pour ses textes hardcore, puis condamné en 2009 pour incitation à la haine, défiant la justice sans fléchir. Trône, 2017, explose avec un diamant et 1,2 million d'exemplaires, le hissant à la 4e place des rappeurs français les plus vendus, tandis que ses clashs contre Rof Lafouine, Gims fracture le rap game dans un torrent de rage et de passion. En 2024, Ad Vitam Aeternam surgit comme un défi brûlant face à sa retraite annoncée avec Ultra, 2021, prouvant qu'il domine encore avec 10 albums studio, un record de longévité, et plus de 3 millions d'albums vendus, dont 5 certifiés Diamant, Futur Trône, 3 platines, DUC, Futur 2.0, Ultra, et 2 or, Temps mort, 0,9. Pourtant, pas un trophée, pas une nomination aux victoires de la musique ou Energy Awards, snobé par un système qui le rejette. Sa tête est mise à prix par des rivaux, mais il reste fidèle à sa vision brute, un monument vivant immortalisé dans le film Bouska 2023 qui retrace sa vie de combat. Je vous invite à le découvrir pour saisir l'essence de Booba, car raconter 30 ans de carrière en détail pourrait s'étendre bien trop loin. Un homme de 20 ans qui, pour asseoir sa crédibilité, purge 18 mois de prison dans une France des années 90 en ébullition, pas un acte de désespoir, mais une provocation assumée. Un braquage de taxi pour incarner ses lyriques hardcore, un coup porté au rappeur qui chante de la rue sans la connaître, une leçon inscrite dans le béton. À mon avis, cette brutalité qu'il assume pleinement est un héritage direct de son père, Seydou Nourou Yaffa, un Sénégalais soninké envoyé adolescent en France en 1955 pour calmer son indiscipline chronique. Un homme qui a enchaîné commerce, mannequinat européen, nuit parisienne et même un disque de funk en 1978, mais qui a laissé à Eli un vide paternel. De ses flammes naît son empire, une coûte, Disconnected, OKLM, Whisky DOC, une forteresse forgée dans la rue. Plus saisissant encore, il a inspiré 80% des rappeurs français. Même ses ennemis jurés Rof ou Kaharis, qui le haïssent, doivent reconnaître que sans cet homme, aujourd'hui leur rival acharné, il ne serait peut-être pas artiste. Précisons, Booba n'est ni un ange ni un diable, malgré ce que 90% des vidéos sur lui prétendent, occultant souvent sa réalité, ses réussites et son humanité. Comme dans nos vidéos, nous allons éclairer cet artiste, évoquer ses galères et ses embrouilles, sans oublier ses mérites. Avec plus de 30 ans de carrière à explorer, on résume certains de ses albums, mais à la fin, vous connaîtrez tout de Booba.
Chapitre 1. Origine et enfance. La rage des cités, 1976 à 1994. Tout commence le 9 décembre 1976, dans l'ombre des HLM de Sèvres, où naît Eli Yaffa, un enfant que le destin semble déjà marqué d'une solitude brutale. Sa mère, Lucie Borsan-Berger, une Française athée d'origine belge et mosellane, jongle entre métiers modestes. Femme de ménage, institutrice, greffière. Seule, elle élève Eli après le divorce, portant sur ses épaules le poids d'une vie faite de sacrifices dans une France post-coloniale encore marquée par les tensions raciales. De l'autre côté, son père, Sédou Nourou Yaffa, un Sénégalais soninké venu en France en 1955 pour calmer son indiscipline adolescente, laisse un vide. Ce père, passé par des études de commerce, le mannequinat européen, les nuits parisiennes et même un disque de funk en 1978, un genre musical né aux États-Unis dans les années 60, il reste une figure distante. Un homme au tempérament sauvage que Eli croise peu, mais dont il hérite cette agressivité indomptable. À 10 ans, la famille déménage sur la Côte d'Azur, à la Colle-sur-Loup puis Cagnes-sur-Mer. Mais là, loin des tours de Boulogne, Eli se heurte à un racisme cru, des insultes, des regards qui le rejettent comme un étranger dans sa propre patrie. Ce n'est pas Paris, où les cités forment une communauté. Ici, c'est l'isolement, une blessure qui forge sa rage. De retour à Boulogne-Billancourt, il grandit entouré de béton et de musique. Sa mère lui transmet des rythmes cubains et antillais, tandis que la télé diffuse Michel Berger et Renaud. Plus tard, son grand frère lui ouvre les portes de Michael Jackson, James Brown et du reggae. Des sons qui vibrent dans son âme en quête d'identité. Mais Eli n'est pas un enfant sage. Turbulent, il est souvent exclu de l'école, un rebelle en herbe qui refuse les règles. À 15 ans, un échange scolaire aux États-Unis lui offre une échappatoire. Sauf qu'il falsifie son âge pour rester une année entière, goûtant à une liberté volée avant de revenir en France. Là, il décroche un BEP vente, mais son cœur bat déjà pour le hip-hop. D'abord breaker, puis MC, il fréquente le Pont de Sèvres, une pépinière de talents comme Zoxéa ou les sages poètes de la rue. À l'époque, ce lieu était considéré comme le studio 54 du hip-hop français et il fallait être un garçon pour oser mettre ses pieds. Dans ces rues, sa brutalité paternelle commence à se muer en art, une rage prête à exploser. Franchement, quand je regarde cette enfance, je me dis que c'est plus qu'un simple départ. C'est là que Boba a puisé sa force brute. Avec un père indiscipliné qu'il a laissé tomber et une mère qui se battait seule, il a pris cette douleur et l'a transformée en quelque chose de puissant. Pour moi, ce vide laissé par Sédou et ce racisme qu'il a subi ont forgé une authenticité qu'on ressent dans chaque mot qu'il pose. Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait face à ça, petit, perdu entre un père absent et une société qui vous rejette? D'ailleurs, soyons clairs, ce n'est pas comme la France d'aujourd'hui qui permet à tout le monde de faire ce qu'il veut. On pourrait dire qu'il avait d'autres choix, mais est-ce que ça aurait marché? Est-ce que ça aurait donné naissance à celui qu'on connaît aujourd'hui comme Boba? Celui qui a créé des talents dans toute la France et même plus? Sans prix ni reconnaissance officielle au fil de sa carrière, laissez-moi vous raconter l'histoire de ce grand monsieur qui a tout construit par lui-même. Chapitre 2. Début avec Lunatique, La rue en feu, 1994 à 2003. 1994 marque le début d'une révolution dans les tours de Boulogne-Billancourt. Eli Yaffa, désormais Boba, pose ses premiers mots avec Lunatique, un groupe de hip-hop français, originaire des Hauts-de-Seine. Le groupe se forme en 1994 et se dissout en 2003, aux côtés d'Ali, un duo né dans le creuset du collectif 92i, avec des figures comme Mala ou Nesbéal. À cette époque, la France bout, les émeutes de Vaux-en-Velin en 1990 résonnent encore, les banlieues sont des poudrières où le chômage et le racisme étouffent les jeunes. Le rap devient leur arme, et Boba, avec sa voix grave et ses textes crus, s'impose comme une voix qui hurle la vérité. Les mixtapes sortis de l'ombre et le crime paix circulent sous le manteau, des cassettes qui capturent la rage des cités et défient les radios frileuses. En 2000, Mauvais Oeil sort et met le feu. Certifié disque d'or avec 100 000 ventes, l'album choque avec ses lyriques hardcore sur la violence et la misère. Mais la France, encore sous le choc des lois anti-haine post-11 septembre, censure des titres comme Mauvais Oeil, une gifle pour Boba. Mauvais œil porté par l'enculé qui voudrait voir le projet reculer. Nous savent des sommes acculées. Qui voilà une preuve que le système veut le museler. Pourtant, c'est en 1996 que tout bascule. À 20 ans, il braque un taxi, pas par désespoir, mais par défi.
18 mois de prison suivent, une période où il griffonne des rimes en cellule, transformant cette épreuve en carburant. Pour lui, c'était clair. Alors que des rappeurs chantent la rue sans la vivre, il a mis ses paroles à l'épreuve, un message aux faux qui ne connaissent que les studios climatisés. Te fends le crâne en deux, quel œil va se fermer le premier? Cette audace fracture le game et pose les bases de sa légende. Les diss tracks s'affluent aussi. Rof, Kerry James, Boba les provoque sans détour, scellant des rivalités qui marqueront des décennies. Dans les battles du Pont de Sèvres, il affûte son flow, un style qui mélange brutalité et mélodie, hérité de cette rage paternelle canalisée. Les anciens le regardent, impressionnés, tandis que la rue l'adoube comme un des siens. Honnêtement, quand je vois ce début, je me dis que ce braquage était un tournant brut mais nécessaire. Boba a pris un risque énorme pour prouver qu'il vit ce qu'il rappe, et ça a payé. Pour moi, sans cette provocation, le rap français aurait manqué de cette authenticité qui le distingue. Attention, je ne dis pas qu'il faut forcément aller jusqu'à la Mai. Quand on écoute le rap français aujourd'hui, on a l'impression de voir des Durga, alors que la plupart ne sont même pas capables de faire 1% de ce qu'ils racontent dans leurs textes. On pourra dire que c'est pas bien grave, mais il y a combien de jeunes qui prennent ces rappeurs comme modèle? Et aujourd'hui, on est étonné de voir la jeunesse française faire du n'importe quoi dans les rues à chaque occasion. Cela reste mon avis et rien de plus. Bref, cette flamme de la rue va bientôt s'étendre pour Boba. Restez avec moi pour voir comment il a construit son empire. Chapitre 3. Solo et provocation. Temps mort, Panthéon, West Side, 2004 à 2012. 2004 marque un tournant. Boba quitte Lunatic et s'élance en solo, prêt à conquérir un rap game qui doute encore de lui. Temps mort, sorti en 2002, pose les bases, certifié or avec 100 000 ventes, l'album mélange flow tranchant et introspection brutale, un style qui défie les codes lisses de l'époque. 2 ans plus tard, Panthéon, 2004, renforce son assise. Encore or, il impose une identité visuelle avec des clips sombres et une attitude de conquérant. Mais c'est en 2006 que tout explose avec West Side, certifié platine avec 200 000 exemplaires. Un triomphe qui le hisse parmi les ténors, porté par des hits comme Pitbull. Venu extraire Excalibur de son oncle en 645, je suis le pitch, je avec une plume, tout commence dans la cour de récréation. Ces albums ne sont pas juste des disques. Ce sont des coups de poing contre une industrie qui préfère les artistes sages bien dressés. Pourtant, la France ne l'accepte pas sans combattre. En 2006, un concert à Nantes dégénère en violence. Boba est accusé, poursuivi et condamné pour coups et blessures. En 2009, ses textes dans 0.9, 2008, or. Lui valent une nouvelle condamnation pour incitation à la haine. Une étiquette qu'il porte comme un badge d'honneur, défiant une justice qu'il juge hypocrite. Ses procès, loin de le briser, le galvanisent. Il transforme chaque attaque en preuve de sa liberté d'expression. Et en 2006, il lance un CUT, sa marque de vêtements, un acte entrepreneurial qui scelle son indépendance. Pas de label pour le contrôler, juste sa vision brute. Quand je repense à ces années, je vois un gars qui a osé tout renverser, et ça a payé. Entre ses albums qui secouent les charts et ses prises de tête avec la justice, il a montré qu'on peut défier les règles et en sortir plus fort. Les gars, Boba, c'est Boba. Je suis pas en train de vous dire que vous devez suivre son chemin à la lettre. Bref, on va voir maintenant comment il a transformé cette énergie en un empire qui domine tout. Suivez-moi. Chapitre 4. L'Empire Boba. Musique, business, domination, 2013 à 2025. Depuis 2013, Boba n'est plus un simple rappeur. C'est un raz-de-marée qui submerge tout. Futur 2.0 déferle en 2013, platine avec 150 000 ventes, un cocktail explosif de trappes sombres et de confessions crues qui secoue les haut-parleurs. En 2015, DUC et Nero Nemesi frappent comme des uppercuts, mais Trône en 2017 érige un monument. Diamant avec plus de 500 000 exemplaires, porté par 92 Yveron. Les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire. Les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire. Il pulvérise les charts et plante son drapeau au sommet. Puis, en 2021, Ultra arrive comme un défi ultime, suivi en 2024 par Ad Vitam Ternam. Un retour tonitruant à 47 ans, où ses flows tranchants prouvent qu'aucun âge ne peut l'arrêter. Ses albums ne sont pas des disques, ce sont des déclarations de guerre contre un rap game qui croyait le dompter. Mais son empire s'étend bien au-delà des beats. En 2006, un CUT naît dans les rues, une marque qui devient une armure pour les rebelles, retirée en 2018 pour renaître encore plus forte. En 2013, OKLM surgit. Une radio, une télé, une arme médiatique qui brise les chaînes des grands networks, diffusant un rap sans compromis. En 2019, Disconnected redessine son style avec une élégance froide. Et en 2020, le whisky DUC envahit les tables. Un nectar audacieux qui défie les codes de l'élite, un vrai businessman. Boba ne suit pas les modes, il les fracasse, imposant ses lois comme un roi sans couronne.
Et son influence? Elle est un raz-de-marée qui noie une génération. Damso, SDM, Bramsito, Kalash, ces noms brillent grâce à son ombre. Leur flow, leur clip, leur audace portent l'ADN de Boba, même s'ils osent à peine le dire. À 47 ans, il est une machine à lui seul, un titan qui transforme chaque projet en conquête, prouvant que le rap peut être un empire. Pour moi, c'est sa capacité à tout réinventer qui le rend invincible. Préparez-vous, car ces batailles légendaires arrivent. Restez avec moi. Chapitre 5, Clash et KO, Boba contre tous. Les clashs de Boba ne sont pas de simples querelles. Ce sont des guerres qui ont redéfini le rap français depuis les années 90. Dans un contexte où le hip-hop émerge comme une arme contre le système, Boba transforme les diss en stratégie. Une façon de dominer, de tester la crédibilité, mais aussi de booster les ventes, comme le montrent les pics d'écoute après chaque affrontement. Et il ne choisit pas ses ennemis au hasard. Rof, La Fouine, Caris, Gims, Carteron et plus de 25 autres au total. Un record qui mérite un trophée ou un Guinness record, car personne n'a jamais battu ce record dans le monde. Comptez avec moi, Rof depuis 2001, La Fouine 2013, Caris 2014, Gims 2020, Damso 2018, Cynic 2007, Diams 2008, Joystar 2015, Kizito 2000, TLF 2012, Maître Gims 2019, Carteron 2016, Nekfeu 2019, Kerry James 2001, Orelsan 2019, Kalash 2019, Benache 2019, Saï 2019, Angèle 2020, Stromae 2020, Mas 2021, Dylan Thierry 2021, Franck Gastambide 2019, Karim Benzema, Distance 2020, Marine Le Pen, Politique 2012, Damien Rieu, Politique 2021, Didier Deschamps 2018, Tony Yoka 2018, MC Jean GAB1 2006, Marc Blatta 2019, Maëva Guénam 2019, Magali Berda 2020, Matt Kopora 2012, Sadek 2021, Nino 2021, Vald 2021, Didi B 2024, et même des non-rappeurs comme des influenceurs ou des boxeurs. J'ai trouvé ça cool et rigolo de citer tous ces noms. Un palmarès qui fait de lui le roi incontesté du clash, au moins pour ça, il mérite un petit quelque chose car c'est pas rien, car battre ce record semble impossible. Mais pourquoi tant de haine? Au début, beaucoup étaient proches. Rof avec un feat avorté en 2001, La Fouine sur Reste en chien en 2009, Caris sur Kalash en 2012, Damso signé sur 92i en 2015, Gims dans des cercles communs, Cynic respecté comme rappeur du 91. Tous ces noms pour la plupart ont connu Boba comme un grand frère, un devancier dans la musique. Mais pourquoi ça tourne mal? Ego surdimensionné, rivalité pour le trône, trahison perçue, Caris neutre dans un bif, Damso fin contrat, et buzz marketing, un clash booste les streams, comme Orly 2018 qui a fait exploser les vues. Pourquoi ça ne change pas? Rancune profonde, Orly a laissé des cicatrices, stratégie rentable, clash égale visibilité gratuite. Et un système rap qui amplifie tout via réseau, X, Insta, où les égos s'enflamment sans fin. Part de responsabilité. Boba initie souvent provocation gratuite comme sur Damso. Rivaux répondent avec la même violence, Rof distrax, Caris bagarre. Chacun triche, buzz mutuel, et le public adore, donc l'industrie ne freine pas. À mon avis, c'est un cercle vicieux. Boba défie pour dominer, mais ça isole. Rivaux réagissent par fierté, mais perdent souvent. Ça ne change pas car c'est profitable pour tous. On pourrait raisonner comme ça s'il n'avait pas tout ce monde sur le dos. Vous savez, dans le monde, il y a certains qui pensent détenir la vérité, et si tu n'es pas capable de reconnaître quand tu as tort, tu peux vite devenir comme Boba, un homme qui cherche à tout contrôler et imposer ses choix aux autres. Bref, juste une parenthèse. En 2016, Carteron campe devant TPMP pour confronter Boba sur Caris, menaçant d'un octogone. En 2025, Boba poste screenshot DM pour exposer des tricheries de Vald. Ces conflits, souvent verbaux, virent au physique, Orly, créant un spectacle que Boba maîtrise. Dans ce vortex, Boba transforme le conflit en art, mais soyons justes, il initie beaucoup, créant du buzz, mais ses rivaux répondent, et ça a parfois viré au ridicule, comme Orly qui a terni le rap. Pour moi, ces clashs sont une lame à double tranchant, ils dominent, mais divisent. Et vous, pensez-vous que ces guerres renforcent ou détruisent le rap? Ce chaos va bientôt s'intensifier. Suivez-moi pour voir le rejet qu'il a forgé. Chapitre 6. Le rejet institutionnel. Pas de trophée, pas de pardon, 1994 à 2025. Depuis 1994, Boba a tout donné au rap français. Et pourtant, les institutions l'ont rayé de leur radar. Pas une seule nomination aux Energy Awards, pas une victoire de la musique, rien.
Ces gars-là, censés célébrer la musique, préfèrent couronner des artistes lisses qui ne dérangent pas, laissant Boba, avec ses 10 albums studio, ses 3 millions d'exemplaires vendus et ses 5 disques de diamant, Futur, Trône, dans l'ombre. Les médias suivent. Rares sont les interviews sérieuses dans Le Monde ou Télérama, où on le réduit souvent à un voyou provocateur, plutôt qu'un pionnier qui a chapé 80% du rap actuel. Les élites, elles, le méprisent. En 2012, ces clashs politiques avec Marine Le Pen ou en 2018 avec Didier Deschamps sur Twitter cristallisent ce rejet. Un artiste des cités n'a pas sa place dans leur salon. Pourtant, les chiffres parlent. Trône 2017 a dépassé 500 000 ventes, Ad Vitam Aeternam 2024 a relancé les débats et son influence sur Damso, SDM ou Kalash est indéniable. Moins connu, en 2023, une étude de l'IFOP a révélé que 65% des jeunes rappeurs citent Boba comme mentor, un impact que les victoires ignorent superbement. Le peuple, lui, l'a sacré roi. Ses concerts remplissent des stades, ses streams explosent sur Spotify. Quand je regarde ça, je suis partagé. D'un côté, ce rejet est une injustice, un artiste avec ses stats mérite une reconnaissance. De l'autre, Boba a alimenté ce fossé avec ses provocations, qui a renforcé l'image de rebelle incontrôlable. Pour moi, le système est coupable de snobisme, mais il a aussi un prétexte. Et vous, pensez-vous que le peuple peut couronner sans les trophées officiels? Ce rejet a forgé sa légende. Suivez-moi pour voir comment il a pris sa place malgré tout. 30 ans de carrière, 10 albums studio, 3 millions d'albums vendus, voilà l'héritage de Boba. Un colosse que la France n'a jamais su dompter. De mauvais œil en 2000 à Ad Vitam Aeternam en 2024, il a défié les institutions, les rivaux et même ses propres limites. Le film Bouska, 2023, a capturé cette odyssée, révélant des facettes cachées. Sa résilience après le décès de son père en 2022, sa solitude derrière l'Empire inculte et OKLM. Son retour en 2024, à 47 ans, avec des flows qui écrasent, prouve qu'il ne demande pas la permission, il prend sa place. Les chiffres parlent. 5 disques de diamant, Futur, Trône, 3 platines, DUC, Futur 2.0, Ultra, 2 or, Temps mort, 0.9, une influence sur 80% du rap français. Et pourtant, pas de trophée, pas de pardon des élites. Mais le peuple l'a couronné. Et s'il était le dernier vrai rappeur? Celui qui vit ses paroles, qui bâtit sans s'incliner. Pour moi, Boba est un titan indomptable. Sa force vient de ce refus de plier, même face à la France entière. Et vous, croyez-vous qu'un tel rappeur peut encore exister? Ne partez pas, laissez-moi vous parler de Nino, l'homme qui détient le Guinness Record du plus grand nombre de certificats au monde.